Qu'est-ce qu'on peut faire contre le chômage? La priorité, et c'est pas dans... Michel Sapin envoyait hier une lettre aux partenaires sociaux pour lancer la négociation, il y a des choses intéressantes, mais en gros, on se donne jusqu'au début 2013, par exemple, pour une mesure qui pourrait être prise déjà depuis le mois de juillet. En Allemagne, la récession en 2009 a été 2 fois plus grave que chez nous. Comme ils dépendent beaucoup des exportations, ils ont vraiment pris le choc. La récession économique a été 2 fois plus grave, mais globalement, le chômage a augmenté 6 fois moins vite qu'en France. Ça fait réfléchir. Une crise 2 fois plus grave et un impact social 6 fois plus faible. Pourquoi? C'est parce que Merkel a écouté les syndicats. Les syndicats sont vraiment réveillés, parce que dans les années Schröder, ils s'étaient laissés un peu endormir. Et les syndicats sont allés voir Merkel en disant il faut tout faire pour éviter les licenciements. Le licenciement, ça doit être l'exception. La règle, c'est qu'on garde tout le monde. Et si l'entreprise a 20% de business en moins, on baisse le temps de travail de 20% et on garde tout le monde et l'État maintient le revenu. C'est ce qu'on appelle le Kurzarbeit, le travail court, la réduction du temps de travail. Et globalement, le ministère du Travail à Berlin a fait le bilan. C'est 1 500 000 salariés, 1 500 000 salariés, qui ont baissé de 31% en moyenne, ça dépend des boîtes, des entreprises, mais en moyenne, donc vous voyez, c'est du lourd, c'est pas 20 personnes qui ont baissé de 3% de temps de travail, là, ça a été la règle. On garde, surtout dans l'industrie, là, ça a beaucoup de précarité dans les services, mais dans l'industrie, on a dit on garde les compétences, on garde les gens, et le but, c'est que les gens gardent leur revenu. Le salaire diminue, mais en gros, le but, c'est que le revenu soit gardé en gros à 95%. Il y a plusieurs systèmes, suivant que vous avez des enfants ou pas d'enfants, suivant que vous faites de la formation sur le temps libre ou pas. Mais globalement, en gros, le but, c'est que entre ce qui arrive par le salaire et ce qui arrive par le chèque qui vient de l'État, lié au Kurzarbeit, tout le monde garde en gros 95% de son revenu. Donc, c'est beaucoup moins grave que d'être au chômage et de perdre 40% de son revenu. Ça, si c'est possible en Allemagne, pourquoi on ne le fait pas en France? Et pourquoi on attend 2013 pour voir si les partenaires sociaux se sont mis d'accord? C'est une mesure d'urgence qui devrait être un consensus, ça devrait être fait depuis le mois de juillet. Deuxième chose, éviter que les gens tombent en fin de droit, tombent en pauvreté. C'est un des premiers trucs que fait Roosevelt dans les 3 premières semaines. Vous avez sans doute vu notre manifeste, donc vous voyez, un des trucs qui nous a fait tilt, et pourquoi c'est la crise collective, c'est quand René Raymond, le petit livre, en fait, le point de départ de notre collectif, c'est un petit livre de René Raymond, en fait, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais c'est un petit livre de René Raymond qui explique que quand Roosevelt arrive, il y a une activité, il change le climat en quelques semaines. Et René Raymond dit que l'activité législative est prodigieuse. Certaines lois sont présentées aux députés, votées et promulguées le jour même. Roosevelt a préparé son coup. Il arrive avec des textes et il parle à la radio le dimanche pour expliquer ce qu'il va faire. Il dit « Mes amis », à chaque fois, il ne prend pas les citoyens pour des couillons, à chaque fois il s'adresse comme à des citoyens égaux en dignité, capables de tout comprendre. « Mes amis, voilà la réforme que je vais proposer cette semaine au Congrès sur les banques. Mes amis, voilà la réforme que je vais proposer au Congrès cette semaine pour assurer le revenu des paysans ou pour éviter que les gens tombent en fin de droit. » Et les textes sont votés par les 2 assemblées dans la même journée, signés par le président le soir, et donc le lendemain ou 2 jours plus tard, ils sont effectifs. Un des trucs que fait Roosevelt immédiatement, en même temps qu'il y a l'impôt sur les bénéfices, en même temps qu'il y a assurer les revenus des paysans, c'est éviter que les gens tombent en fin de droit, éviter que les gens tombent dans la pauvreté, donc c'est améliorer l'indemnisation des chômeurs. C'est possible, c'est pas uniquement de l'humanisme, bon, l'humanisme ça vaut le coup, et au Danemark, pendant très longtemps, quelqu'un qui était au chômage gardait 90% de son salaire, 90% de son salaire pendant 4 ans, du moment qu'il était bien accompagné par le pôle emploi local. Si on revient au problème dont on parlait tout à l'heure, quels sont les moyens qu'on donne à Pôle emploi? Quand il y a 500 000 personnes qui arrivent chaque mois, est-ce qu'on donne les moyens à Pôle emploi de connaître les chômeurs, de les accompagner, de voir s'il y en a 3% qui truandent, qu'on soit capable de leur dire t'arrêtes de truander, mais en gros c'est 3% des gens, et les autres, en ce moment il y a 100 000 personnes chaque mois qui tombent en fin de droit. J'en connais dans ma famille, c'est quand même un drame. Hein. Quand vous avez 2 enfants, quand vous avez l'appartement à payer, et quand vous voyez venir le compteur, et puis ça y est, depuis le mois de juillet, on est tombé en fin de droit, on a droit à la SS à 450 €. Voilà. Et on n'a même pas droit à la SS si le conjoint a un revenu correct. On n'est plus dans aucune statistique, mais on est dans la mouise la plus totale. Donc, vu les prévisions, si on pensait qu'on allait créer 3 millions d'emplois la semaine prochaine, on ne change pas. Mais comme il n'y a personne qui pense qu'on va créer 3 millions d'emplois la semaine prochaine, la première chose à faire, c'est d'améliorer l'indemnisation des chômeurs, leur suivi, leur accompagnement, et de prolonger l'indemnisation pour éviter que les gens tombent en fin de droit. C'est un principe de justice sociale et c'est un principe économique. Encore une fois, il vaut mieux que quelqu'un garde une indemnité à 800 ou 900 € par mois plutôt que de tomber à la SS ou à rien du tout. Même du point de vue bêtement économique, c'est une mesure qui consolide la croissance. Encore 3 idées et puis j'arrête. 3 propositions et puis j'arrête. Réguler le commerce mondial.
Je l'ai dit, Philadelphie, c'est pas du pipeau humaniste si tous les hommes et les femmes se serraient la main. C'est des règles concrètes sur le temps de travail, sur les salaires, sur le salaire minimum, sur les retraites, dans chaque pays et dans le commerce mondial. Ça a marché pendant 30 ans. Et puis maintenant, il y a une mondialisation qu'on ne régule plus. Ça, c'est l'évolution des salaires en Chine. La Chine voulait, les dirigeants chinois voulaient absolument être admis à l'OMC. Donc ils ont signé 22 conventions sociales à l'OIT. Ils ont signé tout ce qu'on leur demandait, plus que l'Angleterre ou les États-Unis. La semaine de 44 heures, ils ont signé. La journée de 8 heures, ils ont signé. Le droit à un salaire décent, évidemment. Le droit à un logement décent, évidemment. Tout. Voilà. Le problème, c'est qu'ils ont augmenté les salaires. Par rapport au reste du monde, la Chine a augmenté les salaires. Et puis, le discours de Clinton, la décision officielle, c'est là. Mais ce qui est important, c'est la décision politique de Bill Clinton qui dit « Ok, la Chine peut rentrer à l'OMC, elle a signé les conventions sociales, elle augmente ses salaires, visiblement, vous jouez le jeu, bienvenue à l'OMC. » Et une fois qu'il est admis à l'OMC, la Chine ne respecte aucune des règles sociales ni écologiques qu'elle devrait respecter. Et donc, si vous voulez, tant que c'était pas grave, la Chine, c'était pas un problème, la mondialisation n'était pas un problème, tant que tous les pays respectaient des règles sociales, quand la Chine augmentait ses salaires et qu'elle faisait des produits bas de gamme, en gros, des trucs en plastique moulé, c'était pas gênant. Mais maintenant que la Chine est dans ce dumping social, écologique, et qu'en même temps elle monte en gamme, elle veut concurrencer Airbus, elle veut concurrencer le TGV, notre industrie est morte. D'abord, c'est un énorme problème pour les salariés chinois, c'est une injustice, c'est des gens qui travaillent dans l'innovation proche de l'esclavage, donc il y a un gros problème de justice et d'éthique. Mais du point de vue économique, s'il continue à ce dumping social tout en étant capable de faire des TGV et des Airbus, notre industrie, elle est morte. Donc il est temps de réagir, et réagir c'est au niveau européen. C'est pour ça que le débat européen est fondamental. C'est pour ça qu'avoir une Europe politique, on est la première puissance économique. On l'oublie parfois, l'Europe a 3 fois le PIB de la Chine. On est la première puissance économique, on est le premier client de la Chine. Mais on est un nain politique parce qu'on a un système de décision à l'unanimité qui tue la démocratie. François Hollande, quand il est allé à son premier conseil à Bruxelles, il s'est cassé les pieds pour être poli, parce que quand vous avez 27 chefs d'État qui chacun cause pendant 10 minutes pour dire 3 banalités, c'est juste mortellement une casse-pied pour être poli. Chacun commence à regarder ses textos, chacun commence à regarder ce qu'il fait le lendemain. Quand vous devez avoir l'unanimité des 27 chefs d'État pour prendre une décision, la démocratie est paralysée. Et donc on est un nain politique. Donc le bon, il faut, c'est pour ça que la question de la démocratie européenne est fondamentale, il faut une vraie Europe politique, et qu'on dise à la Chine, on est votre premier client. On sait que vous êtes sur une poudrière en matière sociale, votre bulle immobilière a explosé, vous avez un chômage massif, on n'a aucune envie de gratter une allumette à la poudrière, mais on ne va pas non plus vous laisser continuer comme ça. Vous avez signé pour la semaine de 44 heures, vous avez signé pour le droit à un salaire décent, pour le droit à un logement décent, pour la journée de 8 heures. L'Europe vous donne 3 ans ou 4 ans pour respecter vraiment ses règles sociales et ses règles écologiques. Et si dans 3 ans ou dans 4 ans, vous ne respectez pas ces règles sociales et ces règles écologiques, on mettra des taxes quand vos produits arriveront. Et le fruit de ces taxes sera un impôt qui est pour les salariés chinois. C'est de l'argent qui est dû aux salariés chinois. Mais du coup, en même temps, on peut laisser un calendrier raisonnable à l'économie chinoise, et en même temps, ça aurait un effet immédiat sur les délocalisations. Parce qu'il n'y aura plus aucune entreprise qui va être délocalisée, parce qu'il y a 2 scénarios, ou bien la Chine augmente ses salaires, c'est plus la peine d'aller faire une usine là-bas, ou bien les produits seront taxés quand ils arrivent chez le premier client. Donc le débouché est beaucoup plus faible. Donc en même temps, on n'est pas dans une logique de conflit, de même que l'Europe s'est construite avec un système de montants compensatoires entre la France, l'Italie, l'Allemagne. C'est pas une main du marché qui a réglé les problèmes, il y avait des montants compensatoires, il y avait un système qui nous a permis de converger. Ce qu'on a fait avec les 6 pays fondateurs de l'Union européenne, il faut aujourd'hui le faire au niveau mondial, sans aucune agressivité, mais sans naïveté. Il y a besoin de respecter ces règles sociales et ces règles écologiques. Autre point pour réguler, puisque la négociation européenne va recommencer au mois d'octobre, on voudrait obliger les dirigeants français et d'autres à mettre sur la table le fait qu'il faut un traité social. Je retrouve dans la salle quelques amis avec qui on avait milité déjà en 2003. C'est ridicule de montrer une photo comme ça, mais c'est juste pour dire que ça existe politiquement. On avait été reçu par Romano Prodi, vous voyez, le monsieur qui était le patron de la Commission européenne, Elio Di Rupo, qui est aujourd'hui le Premier ministre belge, un ancien ministre des Finances luxembourgeois, des responsables italiens, il y avait des gens de Jacques Delors, José Bové avait signé, Bronislaw Beremek, une grande figure polonaise, on avait 400 parlementaires, on avait proposé un traité de convergence sociale. Et Romano Prodi avait dit que la Convention Giscard devait intégrer, devant toutes les caméras à Bruxelles, Romano Prodi avait dit oui, c'est utile, c'est nécessaire, il faut que la Convention Giscard intègre un traité social. Il y a le traité de Maastricht qui donne 5 critères en matière financière, pas plus de 3% de déficit, pas plus de X% d'inflation, pas plus de 60% de dette. Il y avait 5 critères en matière financière et monétaire
Et on l'a mis en place. On a tué l'inflation, on a fait une monnaie unique, c'est quand même un bond géant. Pourquoi est-ce qu'en matière sociale, on n'a pas la même volonté? Donc on a défini, avec déjà Stéphane Hessel, l'article qu'on a fait dans Le Monde, vous avez fait un grand papier, c'était avec Michel Rocard et Stéphane Hessel, on expliquait, et donc Romano Prodi nous soutenait, mais Giscard n'en a pas voulu, on expliquait qu'il fallait 5 critères de convergence pour que, au lieu qu'on s'aligne sur le moins 10 ans en matière sociale, en matière fiscale, en matière écologique, que l'Europe converge vers en haut. C'est un combat qu'il faut, on a relié à Elio Di Rupo il y a 15 jours, et Elio Di Rupo était tout content de rappeler aux militants socialistes belges qu'effectivement il était avec nous en 2003-2004. On a dit, mais Elio, maintenant il faut repartir au combat. Est-ce qu'on fait une coalition avec les syndicats européens, avec tous les socialistes d'Europe, avec toutes les forces progressistes? Est-ce qu'on demande à ce qu'il y ait vraiment pour de vrai un traité social? Je vois que j'ai encore 5 minutes. Comment créer plus d'activité? Autant on ne croit pas au retour miraculeux de la croissance, autant personne ne pense que la récession est la meilleure solution, soyons clairs. Et on peut développer de l'activité en répondant à des besoins fondamentaux. Autant on ne pense pas qu'il faille laisser tourner la planche à billets pour arroser le désert ça ne marche pas. Mais par contre, on voit bien qu'il y a des répondre aux besoins fondamentaux, ça peut créer de l'activité, ça peut créer de l'emploi. Un des besoins fondamentaux, c'est la question du logement. Si on avait la même politique du logement qu'en Allemagne, vous voyez le niveau des loyers. En Allemagne, en moyenne, le loyer, c'est 8 € du mètre carré. En France, hors Paris, c'est 12 € du mètre carré. Donc pour une personne ou une famille qui vit dans 70 mètres carrés, si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne, ça fait 280 € d'économie par mois. C'est très concret, quand on dit que le problème des Français, c'est le chômage, le pouvoir d'achat, voilà. Si on avait la même politique du logement qu'aux Pays-Bas ou en Allemagne, vous voyez les économies qu'on ferait, ça concerne 25% des gens en France qui sont ni en HLM, ni propriétaires de leur logement. C'est en matière de pouvoir d'achat, presque 300 € de plus chaque mois. Comment on fait pour financer? Alors en ce moment, on nous dit qu'on va faire un minimum, c'est une catastrophe. Peut-être que d'autres lignes n'a pas pu venir, le copain qui est de la Fondation Abbé Pierre, mais il dit qu'on va faire une catastrophe, on n'a jamais construit aussi peu de logements sociaux. Comment on finance? La proposition fondamentale du Roosevelt 2012 sur le logement, c'est de faire comme aux Pays-Bas. On n'a rien inventé, c'est pas nous qu'on a eu l'idée, c'est aux Pays-Bas. Le fonds de réserve des retraites a été mis sur le logement. Le fonds de réserve des retraites, c'est la grosse cagnotte qui a été créée par les partenaires sociaux il y a 20 ans, en disant qu'il faudra compléter le système de retraite à partir de 2020. En France aussi, on a un fonds de réserve. Le problème, c'est qu'en France, notre fonds de réserve, il est sur les marchés financiers. Donc, il y a 3 ans, il a pris moins 20%. Et cette année, il va encore bien tomber. Tandis qu'aux Pays-Bas, les partenaires sociaux se sont dit on va mettre cette cagnotte sur un truc qui est utile et qui est solide économiquement, c'est le logement. Et donc ils ont mis des milliards pour construire des logements. Et aux Pays-Bas, aujourd'hui, plus de 50% de tous les logements qui existent sont la propriété des coopératives gérées par les partenaires sociaux, dont le but n'est pas de faire du fric et une gestion financière, dont le but est de loger les gens correctement dans des appartements plus grands que chez nous en moyenne. Et c'est une économie, c'est une gestion de père de famille, parce que tous les mois, il y a des milliers de gens qui envoient leur loyer. À la fin du mois, le 30, ils envoient leur loyer. Et donc finalement, sur 20 ans, la rentabilité est un peu meilleure que les marchés financiers. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de mettre l'argent sur les marchés financiers, on l'a mis à construire ça crée des dizaines de milliers d'emplois, ça crée des milliers de logements, ça fait baisser les loyers, du coup, parce qu'on ne s'arrache pas, ça distribue du pouvoir d'achat, et sur 20 ans, le bilan financier est meilleur, la rentabilité est un peu meilleure que les marchés financiers. En France, ça peut être fait dans un mois, il pourrait y avoir un décret qui dit le fonds de réserve des retraites, à chaque fois il y a des adjudications, on a plus de 30 milliards aujourd'hui dans le fonds de réserve des retraites, et régulièrement c'est des tranches de 5 milliards, et le fonds de réserve fait un appel en disant qui c'est qui peut les gérer. À chaque fois c'est BNP et Barclays. Il y a toujours un troisième qu'on fait pour montrer c'est ouvert, mais à chaque fois il y a BNP et Barclays. On pourrait dire le fonds de réserve, pour sécuriser cette cagnotte, pour la rendre utile socialement, pour trouver des financements sur le logement, à chaque fois qu'il y a une adjudication, ça va sur la création de logements. Créer les économies d'énergie, si on comprend la gravité de la crise climatique, on voit bien l'an dernier dans plein de régions de France, on a dû abattre des troupeaux parce qu'on n'avait plus d'eau, plus d'herbe. Cet été, c'est aux États-Unis et en Russie qu'il y a eu des sécheresses terribles, on a un manque de céréales. Si on a compris la gravité de la crise climatique, il faut mettre le paquet sur les économies d'énergie. Le rapport de Nicolas Stern, il y a 5 ans, disait qu'il fallait mettre 1% du PIB, en France c'est 20 milliards, sur les économies d'énergie. Ce qu'on propose, c'est que ce soit un projet européen financé par la BEI, la Banque européenne d'investissement, parce que là-dessus Angela Merkel est d'accord. Elle aussi elle a compris que la question de la transition énergétique est fondamentale.
Comment trouver des financements? C'est un truc qui est rentable, à coup sûr, pour sauver le climat, pour payer moins vu l'évolution du prix du pétrole, donc pour faire baisser la facture des individus, pour faire baisser la facture de nos pays en matière pétrolière et pour limiter le dérèglement climatique. À coup sûr, tous les calculs, même bêtement économiques, montrent que c'est rentable. Surtout si ça crée des emplois, ça fait moins de chômeurs, ça fait de l'activité, des gens qui cotisent. Juste, la question est de savoir qui c'est qui amorce la pompe. Est-ce qu'on attend que ce soit trop tard pour agir ou est-ce que dès cette année, on met le paquet pour économiser l'énergie? Notre proposition, c'est de dire que c'est tout à fait le rôle de la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui devrait mettre 1% du PIB de chaque pays, chaque année, à disposition du pays ou des régions, pour tout ça gérer près du territoire, et qu'on le fait à taux zéro ou à taux de 1%. On a mis des dizaines de milliards pour lancer la filière nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de mettre le paquet sur les économies d'énergie et sur les énergies renouvelables? Il y a un rapport de la Commission européenne qui dit que ça pourrait créer 6 millions d'emplois en Europe. C'est pas nous, c'est pas Greenpeace, c'est la Commission européenne qui dit que ça pourrait créer 6 millions d'emplois et faire baisser la facture des gens et sauver le climat. Donc, si ça peut créer 6 millions d'emplois et si c'est rentable, qu'est-ce qu'on attend pour avancer la pompe?